Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Merci infiniment, monsieur le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chenu, de nous accueillir au conseil départemental ce matin pour parler d'un sujet qui, j'allais presque dire un sujet qui fâche, et sur lequel vous avez alerté depuis un long moment, depuis le mois d'octobre, même en septembre d'ailleurs même, autour du financement des collectivités et particulièrement du budget du conseil départemental. Alors j'avais envie de vous poser une question. Depuis la chute du gouvernement Barnier, est-ce que bien la situation s'est un peu améliorée? Est-ce que vous avez de l'espoir ou non? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, ces alertes, vous évoquez la rentrée de septembre-octobre, mais je dirais, si on remonte plus anciennement, ça fait au moins 1 an et demi que les départements de France, en Bretagne, mais surtout le territoire national, alertent sur la dégradation financière de leur situation, alors qui était liée à 2 facteurs majeurs. Un effondrement des droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire. Aujourd'hui, on va arriver à 76 millions d'euros de pertes en 2 ans. Dit autrement, 2 ans, c'est à peu près 730 jours. C'est plus de 100 000 euros par jour qui ont été perdus depuis 2 années. Donc une alerte ancienne et une alerte renforcée par la progression très forte, très constante des dépenses des conseils départementaux, parce que leurs missions, eh bien, ce sont d'abord les missions à caractère social et avec des dynamiques de croissance importantes, alors qu'il s'agisse du vieillissement pour la perte d'autonomie, l'APA pour les personnes âgées, les situations de handicap, la prestation de compensation du handicap, la protection de l'enfance, un enjeu majeur avec un nombre croissant d'enfants confiés sur tout le territoire national et sur le nôtre également, l'évolution du revenu de solidarité active, et bien la conjonction de ces 2 mécaniques crée des effets redoutables alors qu'ils sont pourtant identifiés de longue date. La Cour des comptes, son premier rapport, c'est septembre 2023. Elle l'a confirmé en septembre 2024 en faisant part de cette situation particulière et nous espérions donc des mesures correctrices de la part du gouvernement. Il se trouve, je suis un des représentants des départements au comité des finances locales et quand les ministres sont venus présenter leurs perspectives pour l'année 2025, le projet de loi de finances, eh bien là, on n'a eu que des annonces du type gel de l'évolution de la TVA, ponction de 2% des ressources des départements et des plus grandes collectivités, réduction du taux de compensation de la TVA, augmentation des cotisations de retraite de nos agents, en fait un scénario assez catastrophique et qui ne prenait pas du tout en compte le fait qu'on parte d'une situation très dégradée. Parce que par le passé, on a connu des situations de crise, mais si le socle était robuste, ça permettait d'absorber des à-coups liés à la conjoncture. Or ici, au bout de presque 2 ans de dégradation, un grand nombre de départements tirent le signal d'alarme. Mais lors du congrès des départements, il a été dit au Premier ministre que les projections disent que 85 voire 90 des départements de France, donc on pourrait dire 85 ou 90%, comme ils sont 102, eh bien, seront dans une situation critique dès l'année 2025. Alors, Jean-Luc Chenu, un département ne peut proposer un budget en déséquilibre. Il est obligé d'avoir un équilibre budgétaire. Comment faire si on tire toujours sur la ficelle? Alors, c'est une équation un voilà, petit peu... Quelle est l'équation finalement? Elle est quasiment impossible parce que, effectivement, pour l'équilibre budgétaire, en temps normal, on doit pouvoir jouer sur 2 leviers. Le levier des dépenses et le levier des recettes. Depuis les dernières réformes fiscales et notamment des réformes que j'ai toujours dénoncé la suppression de la taxe d'habitation qui a entraîné la perte du foncier bâti des départements. C'est une réforme qui coûte chaque année 23 milliards d'euros au budget de l'État. L'État nous donne à la place de la TVA sans pouvoir de taux, mais lui, il se dessaisit de cette TVA et donc il aggrave d'autant le déficit public dont on nous dit aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est une réalité, il est devenu abyssal, mais on l'a aussi créé par des réductions de fiscalité, et notamment de la fiscalité des collectivités. En 2009, il y a déjà eu une grave crise, on appelait la crise des subprimes, de l'immobilier. Eh bien, même au pic de cette crise, le département d'Ille-et-Vilaine gardait 40 millions d'épargne, au pic de la crise. Aujourd'hui, c'est tombé à 3 millions l'année dernière. Mais en 2009, eh bien, un département comme une commune votait 4 taux. Il votait un taux de taxe professionnelle, un taux de foncier bâti, un taux de foncier non bâti et un taux de taxe d'habitation.
46% de ses ressources, il avait un pouvoir de décision. Aujourd'hui, c'est 0%. Nos deux principales ressources, droits de mutation, TVA, nous sont notifiés, les taxes sur la convention d'assurance aussi, la DGF également, donc aucun pouvoir de taux, donc aucun levier de correction de ce côté. Et par ailleurs, sur les dépenses, bien dans la structure des dépenses des départements, l'essentiel a un caractère obligatoire et normé. La protection de l'enfance, ce sont des décisions de nous confier des enfants qui sont en grande difficulté. Alors, soit placement dans des structures ou en famille d'accueil, soit accompagnement renforcé à domicile, mais c'est un financement 100% pour le département. Le financement de la prestation de compensation du handicap, de l'APA, qu'elle soit à domicile ou en structure, du revenu de solidarité active, ce sont des droits. Je ne peux pas opposer à quelqu'un qui remplit les conditions pour avoir ce droit, le fait de dire, bien écoutez, on est au mois d'octobre, j'ai plus de crédit, revenez me voir l'année prochaine. C'est pas envisageable. Il y a tout un volet social, un aspect social. Extrêmement important. On va dire plus de 70% de nos politiques publiques sont consacrées aux politiques sociales. Et y compris, il y a la protection maternelle et infantile aussi, qui est une compétence parfois moins connue, mais qui relève également des conseils départementaux. Donc une rigidité totale à la baisse, le vieillissement de la population, donc une démographie qui fait qu'il y aura de plus en plus de bénéficiaires de l'APA, et une logique aussi, quand après plusieurs années de préparation, on ouvre des places dans une structure d'accueil, dans un foyer de vie, on ne les ouvre pas pour 3 mois ou pour 6 mois. C'est toute une structure, c'est des emplois, c'est une organisation. Donc il n'y a pas de souplesse. Quand la décision est prise, on peut dire, a priori, c'est pour toujours que cette structure est créée. Vous avez mal vécu les propos de l'ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui avait pointé du doigt les collectivités, les départements entre autres, en disant oui, mais voilà, les départements, les collectivités territoriales dépensent beaucoup et pas toujours très bien. Alors, je pense qu'en matière d'expertise, pour donner des leçons de finances publiques, je ne pense pas il était alors ministre démissionnaire, le mieux placé pour tenir ce type de propos, parce que tout simplement, nous avons d'emblée, nous, collectivités, une obligation. On doit, lorsque l'on vote le budget, on ne peut le mettre au vote que lorsqu'il est sincèrement équilibré, et l'emprunt ne peut financer que des investissements. Il est absolument proscrit de financer les salaires, l'APA, les prestations, les subventions par des emprunts. Donc, toutes les collectivités, mais que ce soit la plus petite commune ou la plus grande, eh bien l'équilibre n'est jamais spontané, on y travaille, on fait des réunions, des commissions, des arbitrages, on essaye de trouver quelques ressources en plus ou des dépenses en moins ou les deux, mais tant qu'on n'y est pas, eh bien, on ne vote pas le budget. Donc, par ailleurs, dans la dette nationale, la dette totale de toutes les collectivités, départements, régions, intercommunalités, les 35 500 communes, c'est 8% de la dette du pays, et cette dette, elle est financée, c'est-à-dire qu'elle est budgétée. Chaque année, on ne vote ses emprunts que si on est l'année d'après en capacité de les rembourser. Donc je crois que c'était un très mauvais procès d'intention. Et par ailleurs, circonstance aggravante, ce sont les collectivités locales qui assurent plus de 70% des investissements publics en France, qu'il s'agisse de bâtiments ou de travaux publics. 70% des investissements avec 8% des emprunts. Je pense que s'il y a des leçons de gestion à donner, elle ne doit pas venir de M. Le Maire. Avec là aussi une équation à résoudre, comment continuer à assurer des missions tout en essayant d'économiser justement pour arriver à cet équilibre. Est-ce que c'est compliqué pour un département comme l'Ille-et-Vilaine ? Bien sûr, et je sais que tous mes collègues, alors certains pouvaient partir de situations encore plus favorable, mais notre situation en 2022, elle était extrêmement saine. Nous avions une capacité de nous endetter en 2,4 ans. On dit qu'en dessous de 7 ans, c'est bien, 2,4 ans. Nous nous étions désendettés de 150 millions d'euros. Quand les droits de mutation étaient à un niveau élevé, on a autofinancé les investissements sans emprunter. Mais aujourd'hui, l'équation est quasiment impossible parce que les politiques publiques sur lesquelles on a un véritable pouvoir de décision sont des compétences partagées avec d'autres, comme le sport, l'éducation populaire, la culture, et puis il y a également les dispositifs d'aide aux communes et aux intercommunalités, mais dont on mesure bien la nécessité aussi, mais nous allons devoir les réduire parce que je dois d'abord faire face aux dépenses à caractère
obligatoire, et là c'est la loi qui le dit, ou alors il faut changer la loi, il faut dire que ce ne sont plus les départements qui gèrent le secteur du handicap ou qui gèrent les personnes âgées, mais j'ai parfois entendu dire les départements ont des problèmes, supprimons les départements. C'est un raisonnement, je pense, un peu rapide et un peu basique, parce que la question est qui prend les compétences qu'ils exercent, et je ne vois pas de structure en capacité d'eux, si ce n'est peut-être les métropoles les plus importantes, mais alors quelle solidarité dans un territoire départemental entre un pôle métropolitain et puis les territoires, les intercommunalités les plus rurales et celles qui ont le moins de ressources et qui seraient dans l'incapacité d'assurer le même niveau de service en politique sociale. Alors il y a des départements ou des régions, alors là pour le coup c'est une région, c'est la région Loire-Atlantique avec sa présidente Christelle Morancet qui a décidé de couper drastiquement dans certaines aides, dont les aides à la culture, ce qui fait couler beaucoup d'encre et qui met le monde de la culture en émoi évidemment. Est-ce qu'on peut arriver à de telles situations ici par exemple? Alors je sais et je dois dire cette vérité-là, nous allons devoir réduire de façon importante des aides dans le domaine du sport, de la culture, de l'éducation populaire, des aides aux communes qui elles-mêmes aidaient un certain nombre de partenaires, mais nous le faisons avec un postulat totalement différent, nous le faisons sous la contrainte, en le déplorant très profondément et non pas en tenant un discours stigmatisant en disant c'est un secteur qui est en crise permanente et finalement il faut qu'il trouve son propre modèle de financement purement économique et libéral. Nous, c'est vraiment à l'encontre de toutes nos valeurs même que nous allons devoir prendre. Et on espère bien sûr que dès que l'on ira mieux, on espère un jour aller mieux, pouvoir rétablir au maximum ces dispositifs. Mais je suis aujourd'hui dans l'incapacité de dire à quel moment on aura ce retournement de situation. Mais en tout cas, c'est vraiment un socle très très fort parce que nous sommes intimement convaincus de l'utilité du sport, de la culture, de l'éducation populaire pour la cohésion sociale, pour le bien vivre ensemble. Et ce seront vraiment des décisions que nous porterons collectivement, mais vraiment en les regrettant, en les déplorant et en regrettant fondamentalement aussi toute une série de choix économiques qui ont considéré que la priorité absolue, eh bien, c'était de réduire toute forme de fiscalité, toute forme de cotisation et qu'aujourd'hui on arrive eh bien, à des services publics qui ne sont plus en capacité de fonctionner correctement. Alors vous parliez tout à l'heure de la suppression des départements. On a entendu des partis politiques s'exprimer ou vouloir fusionner des départements et des régions. Si je voulais me faire un peu l'avocat du diable, ça permettrait des économies? Moi, je ne le pense pas parce que additionner les bénéficiaires de l'APA, du Morbihan, du Finistère, des Côtes-d'Armor et de l'Ille-et-Vilaine, ça ne change pas le nombre de bénéficiaires dans ce domaine-là. Et nous, nos frais de structure et de gestion, à l'échelle, bien sûr, l'APA, c'est 23 000 dossiers que l'on gère en Ille-et-Vilaine. Donc ce serait totalement marginal et ça entraînerait de fait aussi un éloignement du lieu décisionnel parce que moi je connais très bien, j'ai d'excellentes relations avec Loïc Chenet-Girard, mais déjà bien que ce soit une petite région en nombre de départements, eh bien il n'y a pas la même capacité de proximité, le même maillage que par exemple, évoquant en matière d'action sociale, nous animons un réseau de 22 centres départementaux d'action sociale. Eh bien, c'est certes une administration administrative, mais c'est aussi une administration avec des élus référents qui rencontrent les CEDAS, qui vont dans les agences, qui veillent à une harmonie d'ensemble de cette action pour pas, souvent on imagine que c'est simplement des guichets d'allocation, mais non, un plan d'aide, on donne des cadres, des références, l'accompagnement renforcé des allocataires du RSA, eh bien c'est d'abord aussi des volontés politiques et je crois que l'une des chances des départements, c'est cette capacité de proximité. Et d'ailleurs, nous avons, avec mon prédécesseur en 2010, mis en place une organisation très déconcentrée où la plupart des services désormais sont sur le terrain, dans des agences, dans des CEDAS, dans des centres routiers, dans des espaces naturels sensibles, dans des collèges. Près de 600 agents du département travaillent dans les collèges. Avec aujourd'hui une situation politique tendue, alors au moment où l'on se parle, il n'y a pas encore de Premier ministre choisi par le président de la République, pas plus que de gouvernement. On parle déjà de nouvelles motions de censure, enfin voilà, on est un peu dans le flou politique. Est-ce que c'est difficile ce flou politique pour le président de département? Alors je crois qu'il est difficile pour tout le monde, pour tous nos concitoyens, c'est que ça crée un climat anxiogène alors que l'on a besoin de perspectives. Je pense qu'il faut bien sûr retrouver le sens de l'intérêt général, mais je crois aussi qu'il faut que bien, le président de la République accepte enfin d'admettre qu'il faut
une autre politique économique et sociale, parce que si le postulat c'est de dire je suis prêt à envisager toutes les options, mais on ne change pas la politique économique et sociale, je crois qu'en 7 ans, elle a montré aussi qu'elle nous a conduit dans une impasse, au moins sur ce plan-là, et il faut changer de cap. Alors ça ne veut pas dire dans la démagogie, la simplification, la dépense à tout va. Je crois que la gauche s'est montré qu'elle est aussi responsable et elle peut trouver des partenaires pour porter cela, mais il faut sûrement changer de politique économique et sociale et abandonner ce credo très libéral de dire qu'il faut réduire à tout prix, les choses se financent. Moi, je ne suis pas de ceux qui proposent des dépenses sans mettre les recettes en face. Ça, c'est une responsabilité, bien sûr, et donc à chaque fois, c'est un arbitrage. J'ai aussi été maire quand on a dû décider de financer des équipements publics avec mon équipe. Eh bien, on regardait quelle était la part qui allait à l'usager, la part au contribuable. Tout service a un coût, il ne faut jamais faire l'impasse sur ce coût, mais il y a besoin de justice sociale et fiscale. Avec une alerte, aujourd'hui les Bretons, les Bretonnes, les Brétiliens aussi ont voté par exemple pour le Rassemblement national en disant voilà, il faut renverser la table, il faut changer les choses. C'est un signal, c'est une alerte? Bien sûr qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont en grande difficulté, qui sont en souffrance, qui éprouvent aussi un sentiment d'être relégués et de ne pas être considérés comme ils devraient l'être. Par contre, je pense que parfois les réponses auxquelles ils pensent ne sont pas les bonnes et que les réponses, c'est non pas le repli sur soi, la stigmatisation, la confrontation des très pauvres avec les un tout petit peu moins pauvres. Et je crains malheureusement que ce soit dans ces spirales-là qu'on veuille nous entraîner. Donc redonner du sens à la solidarité, bien sûr à l'exemplarité aussi de l'engagement public. Je crois que les élus doivent être très exigeants avec eux-mêmes s'ils veulent être crédibles auprès de leurs concitoyens. C'est cette action-là, mais il y a des sentiments qu'il faut bien intégrer, prendre, mais par contre des réponses, naturellement, je ne serai jamais sur la ligne de ceux qui considèrent que la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme soient des réponses aux problèmes de notre société. Au contraire, nous avons besoin de plus de solidarité et de plus de fraternité. On entend beaucoup parler du terrain. Aujourd'hui, les élus sont sur le terrain. Vous faites partie de ces élus de terrain, même si quand on est président du conseil départemental, c'est peut-être un peu plus difficile d'être partout à la fois. Mais voilà, il y a ces élus de terrain. On les a oubliés peut-être au plus haut sommet de l'État. J'ai jamais, pour ce qui me concerne, eu le sentiment d'être autre chose qu'un élu de terrain. D'abord, je suis encore conseiller municipal dans ma commune. J'ai d'abord été conseiller municipal d'une petite commune de 700 habitants. J'ai fait un mandat complet de 6 ans. Je trouve que c'est très formateur avant de devenir maire d'une petite ville. Et chaque semaine, j'irai en temps normal, sauf je fais entre 5 et 8 déplacements chaque semaine. En ce moment, il y a une actualité liée aux sapeurs-pompiers, donc les Sainte-Barbe, mais qui sont des temps d'échange, de présence, de rencontres sur le terrain. Je le précise, vous êtes président du SDIS, hein, donc voilà, c'était important de oui, et donc ça fait partie on va dire, des activités un petit peu saisonnières, mais au-delà de l'aspect cérémonie, c'est des échanges avec les élus, avec les sapeurs-pompiers sur le terrain, avec leur environnement, et quand il y a d'autres séquences, bien sûr, tout au long de l'année, mais je vous dis en moyenne 5 à 8 déplacements chaque semaine en Ille-et-Vilaine. Il doit rester moins d'une trentaine ou 40 communes que je n'ai pas encore vues sur les 330 du territoire. Donc je crois que cet ancrage, il est présent, j'essaye de le cultiver. Justement, c'est cette vision de la politique de terrain que, au plus haut sommet de l'État, on a perdu de vue. Le président de la République, par exemple, qui n'a pas été élu lui-même, n'a pas cette notion du terrain. Alors je pense que c'est un sujet effectivement, et qu'en 2017, il y a eu effectivement une forme de rupture. Alors il y avait sûrement un besoin de renouvellement très fort, mais la coupure qui s'est faite entre les élus du territoire et une vague parfois d'élus, je dirais un petit peu hors sol, sans ancrage, n'ayant jamais géré ni une commune ni une intercommunalité, pensant que d'en haut on pouvait avoir une vision qui se voulait moderniste. Eh bien ça a sans doute accéléré cette coupure-là, et on voit souvent effectivement une forme de déconnexion entre des débats nationaux et puis ce que l'on essaye de faire sur le terrain. Alors ça ne veut pas dire on ne va pas tomber dans le localisme. Moi je sais parfaitement qu'une partie de nos
problèmes ne trouveront de réponse qu'au niveau législatif, notamment la question de la réforme de la fiscalité locale, des moyens des services publics, quels que soient les efforts que l'on décline localement. Si on n'a aucune autonomie et juste une capacité à devoir appliquer des directives, le compte n'y est pas. C'est pas l'esprit de la décentralisation qui a finalement été remis en cause au fil des années par des transferts importants, mais jamais de ressources. Alors justement, j'allais vous parler de la décentralisation, vous me tendez la perche si j'ose dire. Est-ce qu'il faut aujourd'hui véritablement que les députés votent, ou en tout cas puissent écrire une nouvelle loi de décentralisation? Alors, ma première préoccupation, c'est que l'on donne enfin des moyens adaptés aux compétences que l'on a. Parce que nous donner des compétences sans moyens adaptés, y compris, je vois parfois des tendances à la recentralisation en disant il faut qu'on sanctuarise, il faut même qu'on puisse instaurer tout un dispositif de sanctions pour les élus locaux qui n'arriveraient pas à respecter telle ou telle norme ou telle obligation. Eh bien, la réponse n'est pas là, parce que sans capacité à faire, quand on voit l'évolution par exemple de l'APA, de la PCH, du RSA, si on n'a pas de compensation, on devient au bout d'un moment dans l'incapacité de bien exercer nos missions. Donc d'abord, je pense qu'on a un panel très large de compétences possibles. Les moyens de les exercer pleinement, ce serait déjà ça la première vraie grande réforme de la décentralisation. Alors pour ça, faut-il encore qu'il y ait un gouvernement? C'est difficile, on l'a vu, de légiférer. On a vu cette motion de censure déposée à la fois par le Rassemblement... Alors, motion de censure déposée en réalité par LFI et votée également par le Rassemblement national. On a encore ce risque-là jusqu'au mois de juin, puisque à partir de ce moment-là, le président de la République pourra éventuellement décider d'une nouvelle dissolution. Est-ce que pendant tout ce laps de temps-là, c'est une difficulté pour gérer un département comme l'Ille-et-Vilaine, parce que vous naviguez à vue. Alors, effectivement, la formule naviguer à vue est parfaitement exacte. Absence totale de visibilité, pas de loi de finances, pas de cadre, donc y compris soit des mesures de coercition supplémentaires qui pourraient revenir, soit des mesures qui avaient, par exemple, quid de la possibilité de faire évoluer un peu localement les droits de mutation. Si c'est pas voté, c'est impossible. Donc, on n'a jamais été dans une situation pareille et il nous faut absolument, pour faire fonctionner au quotidien bien tous nos services, tous les bénéficiaires de nos politiques publiques, un minimum de visibilité. Visibilité qui pourrait peut-être intervenir avec la nomination d'un Premier ministre ou d'une Première ministre issue des rangs de la gauche. C'est quelque chose de possible? Ça semblerait cohérent, en tout cas par rapport à une forme de rapport de force qui s'est établi à l'issue des élections législatives. Alors en prenant bien en compte, bien sûr, qu'aucun bloc ne détient de majorité absolue et que personne ne peut prétendre imposer à lui seul l'intégralité de ses aspirations, de ses ambitions, de ses projets, mais trouver un compromis, mais avec un centre de gravité conforme à la volonté des électrices et des électeurs, c'est-à-dire vers la gauche. Alors les électrices et les électeurs, vous les croisez sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Ils sont angoissés, ils ont peur du lendemain? Il y a beaucoup d'anxiété, d'inquiétude. Oui, l'instabilité, c'est quand même sous la Ve République quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis plus de 60 ans. Donc naturellement, c'est anxiogène, surtout avec une toile de fond déjà quand même difficile. La guerre en Europe, l'instabilité au Moyen-Orient, tout ceci pèse sur les esprits. Et donc, ne pas savoir de quoi ça fait la loi de finances, les impôts l'année prochaine, les évolutions en matière de pouvoir d'achat ne peut que renforcer l'anxiété. Sur la loi de finances, là on est avec le budget 2024 de fait. Ça va être tenable quand même malgré tout avec ce budget 2024? Alors nous n'y sommes toujours pas. Nous travaillons semaine après semaine. J'aurai un grand temps pour d'échange avec l'ensemble des acteurs du territoire, avec les organisations syndicales du département, avec tous nos partenaires pour essayer d'expliquer où mettre le curseur. Mais nous le savons, ce sera difficile, ça va être douloureux pour un très grand nombre d'acteurs, mais nous avons aussi cette responsabilité de laisser quand même la collectivité départementale au niveau autorisé. On ne peut pas dépasser certains niveaux de déficit, et puis se dire aussi que si on laissait complètement filer les choses, ce ne serait pas responsable. Et ensuite, plus on a une situation dégradée, plus il faudrait d'années et d'années pour la rétablir.
Avec aujourd'hui des élus parfois qui sont malmenés par les électeurs ou par des administrés, on voit de plus en plus ce cas d'élus qui sont agressés finalement parce qu'il y a une désespérance aussi, qui n'excuse pas le geste. Vous avez beaucoup de retours dans ce sens? On a des expressions qui sont décomplexées, on va dire, hein, de propos extrêmement virulents. Alors parfois il y avait déjà les lettres anonymes et menaçantes, parfois on a des lettres qui sont extrêmement injurieuses et menaçantes et qui sont signées. Et donc, dans ces cas-là, je fais des transmissions au procureur et j'indique à l'intéressé, s'il a laissé son adresse, que ce qu'il a fait, ce n'est pas l'expression d'une opinion, mais c'est un délit, parce que je pense que les élus doivent être, dès lors qu'ils s'engagent et qu'ils sont totalement au service du service public, doivent être respectés. Jean-Luc Chenu, il nous reste quelques petites secondes. Vous êtes un optimiste, vous imaginez que la suite sera meilleure que la période difficile que vous traversez? Alors il faut, je dirais plus que de l'optimisme, c'est de la détermination sans doute, parce que nous n'avons pas d'horizon clair aujourd'hui. Nous savons simplement ce qu'il ne faut d'une certaine façon pas faire, éviter, garder un cap rigoureux, mais sans renier nos valeurs et nos engagements. Jean-Luc Chenu, président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, président du SDIS 35. Alors le SDIS, pour nos auditeurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est le service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine en l'occurrence. Merci infiniment de nous avoir reçus ici dans votre bureau au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Je vous souhaite une très belle journée. Très bonne journée à toutes et tous. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.